Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture avec William et aujourd'hui je suis avec Brice, que déjà passé, ça va? Ça va. Ouais, ça va, pas trop fort. Et c'est Cyberculture sur la radio ici et maintenant 95.2 FM. On se retrouve tout de suite après l'introduction musicale de l'émission. Et je vous rappelle qu'il y a un chat, vous pouvez vous connecter sur chat.rim952.fr. On se retrouve tout de suite après ça. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture avec William aujourd'hui et Brice. Comment ça va, Brice? Eh ben, ça va très bien pour cette nouvelle année. Bah déjà bonne année à vous, hein. C'est vous Bonne année. qui voyez plein de bonnes choses. Et tu es positif, hein, c'est l'essentiel. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et on est de retour pour 2025. Non, c'était une blague, parce qu'on va parler de la mission tout Mars, hein, la mission vers Mars avec cette fameuse sélection. J'en parlerai dans cette revue de presse aujourd'hui. Et bien sûr, comme j'aime bien en 2014 avoir des bonnes résolutions, dont j'en ai pas, c'est faux. Mais c'est quand même de faire une interaction avec vous, bien sûr, sur cette revue de presse. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure hein, pour appeler et débattre sur un article qui, si un article vous touche, bien sûr, vous êtes les bienvenus à l'antenne. Alors, Brice, moi j'ai fait une petite sélection, parce que, apparemment, à première vue, c'était les fêtes, hein, les journalistes n'étaient pas forcément en train de travailler, moi, ce qui est normal, hein, c'est les fêtes, hein, c'est un peu comme ça, sur certains articles, mais toutefois, il y avait des articles qui sont arrivés devant mes yeux, donc toujours, bien sûr, concernant la NSA et leur capacité toujours à nous surveiller par tous les moyens possibles. Je ne sais pas si tu as entendu parler que la NSA actuellement finançait
un ordinateur quantique, donc permettant de pouvoir craquer n'importe quel mot de passe sur du monde. En gros, c'est-à-dire que c'est plus un ordinateur qu'on a, c'est des super ordinateurs. On avait fait une émission dessus sur les ordinateurs quantiques. Hein, je ne vais pas en revenir dessus forcément maintenant dans la seconde, mais toutefois, bon, je vais quand même lire cet article. Hein. Vous qui êtes sur le chat aussi, hein, vous pouvez quand même un petit peu réfléchir là-dessus. Et bien sûr, d'ici quelques instants, j'ouvrirai l'antenne pour si vous avez envie de réagir là-dessus. Donc, selon le Washington Post, donc c'est une info du Washington Post, la NSA financerait secrètement la création d'un calculateur quantique dans l'espoir de disposer prochainement d'un outil permettant de craquer virtuellement n'importe quel système de chiffrement. Donc, le journal américain annonce disposer de documents partagés par Edward Snowden, qui n'est pas encore été donc révélé au monde et qui concerne encore et toujours la NSA. Bon, c'est ça qu'on commence à en avoir un peu. On nous en parle. Dans ces documents serait donc décrit un programme de près de 80 millions de dollars baptisé Penetrating Hard Target, donc pénétrer des cibles difficiles, faisant état de superordinateurs capables de casser les codes informatiques qui protègent actuellement les secrets bancaires, médicaux, les informations gouvernementales, communications sécurisées, militaires et autres systèmes de cryptage de haut vol utilisés par des données ultra sensibles. Donc pour bien comprendre, le développement de cet ordinateur quantique serait réalisé dans un laboratoire de sciences physiques de l'université du Maryland, mais le document en possession du journal n'indique pas à quel point où est le projet actuellement. Donc cet ordinateur quantique permettrait donc à la NSA de disposer d'une puissance de calcul extrêmement puissante, capable de décrypter le système de chiffrement les plus complexes en un temps record, mais aussi de proposer une sécurisation de ses propres données à un niveau tel qu'il serait impossible aux supercalculateurs traditionnels d'envisager un déchiffrage de ces fameuses données. Donc malgré le budget de la NSA alloué à la recherche dans le domaine, il paraît peu probable que l'agence ait avancé davantage que les autres grands acteurs se penchant sur le sujet depuis des années. Donc le DARPA dispose ainsi de son propre programme de recherche depuis des années et Google également a lancé donc son Quantum Artificial Intelligence Lab donc l'année dernière, je vous le rappelle, mais n'a aujourd'hui aucun résultat à ce propos. Donc néanmoins, certaines entreprises prétendant déjà avoir lancé leur production de petits ordinateurs quantiques, par exemple l'entreprise canadienne D-Wave Systems prétend fabriquer des ordinateurs quantiques depuis 2009. Donc en 2012, il aurait même vendu un exemplaire pour 10 millions de dollars à Google et à un autre, facile, à la NSA. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Chat pour 1952, réveillez-vous un petit peu. Je vais faire un autre... Et j'irai bien sûr sur un autre article, après j'ouvrirai l'antenne et vous pourrez donc bien sûr me fournir vos réactions. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça t'étonne pas? Déjà, premièrement, ça m'étonne pas, puisque c'est un peu le Graal de l'informatique sécurisée, on va dire, de pouvoir décrypter le maximum d'informations, surtout celles qui sont cryptées et surtout pas les nôtres. La NSA ou même Google cherche à pouvoir à récupérer le maximum d'informations. C'est l'objectif. Après, pour mieux comprendre pourquoi il faut des supercalculateurs pour pouvoir décrypter ou crypter, puisque ça va dans les deux sens, pour arriver à avoir une clé de cryptage, donc qui nous permet de vraiment d'être un peu unique et de pouvoir crypter ou décrypter nos informations, et ben, il faut du temps de calcul, et du temps de calcul assez rapide. Et aujourd'hui, des clés qu'on a actuellement sécurisées, il faut un certain temps machine. Peut-être sur une machine normale, il faudrait 200 ans pour pouvoir la décrypter. Et des ordinateurs comme celui-ci permettraient de faire ça en quelques minutes. Ouais, en gros, aujourd'hui, avec la technologie hors ordinateur quantique, hein, c'est-à-dire que les processeurs silicium, ces processeurs silicium qu'on utilise aujourd'hui, bon, c'est un autre terme sûrement, mais c'est du silicium. Même pour faire un super, comme tu dis, pour faire un super décryptage, il faudrait 200 000 ans. Bien sûr, c'est pas avec un ordinateur que tu vas faire ça, c'est avec un ensemble de serveurs, donc des salles machines énormes, des web farms, on appelle ça aussi en anglais. Sauf qu'aujourd'hui, ils se disent quelque part, on n'a pas que ça à faire, il nous faut quelque chose de plus puissant. Que ça soit moins coûteux, même si c'est pas moins coûteux. Sachant que la technologie quantique sur les ordinateurs, c'est une technologie qu'on n'aura pas maintenant, mais peut-être on l'aura dans 20 ans, 30 ans sur nos PC. Hein. C'est vraiment en avance de phase. Là, on est vraiment dans de la recherche et des choses qui sont pas encore stables, mais l'objectif aussi, c'est d'arriver chez les particuliers dans peut-être une trentaine d'années, voire plus. Ok, c'est vrai que cet article-là, c'était juste pour faire le clin d'œil en se disant, ça y est, ça continue là-dessus. Donc, on fait
Donc un petit clin d'œil aussi, on va revenir sur une petite sélection que j'ai fait, et je suis content de voir quelque part aujourd'hui que Windows, Microsoft est en train de perdre du terrain. Même ça te fait sourire parce tu m'as vu réinstaller mon PC avec un double boot avec Linux il y a quelques jours d'ici. Donc on sait qu'aujourd'hui 20% des gens bon, on sait que le PC ça marche parce qu'on a besoin d'un Word ou même d'un OpenOffice, etc. Mais derrière, il y a aussi des jeux, on en parlait avec le Steam OS, il y a des gens qui jouent. C'est comme ça, le jeu, soit vous aimez pas. Après, attention aux abus, hein, ne jouez pas trop, il faut savoir vivre Savoir se aussi raisonner. voilà, faut savoir se raisonner et vivre dans une réalité. Réel. Je voulais pas faire ce lapsus, hein. Donc, il faut vivre dans une réalité. Donc, aujourd'hui, donc il y a une statistique qui a été faite, donc 20% des gamers, donc des joueurs donc de Steam, de la société qui propose donc des plateformes de jeux en ligne, 20% des gamers sont sous Windows 8. Et le reste, bien sûr, progresse lentement, mais sûrement, donc c'est quand même une progression assez importante, vers Linux, hein, tout simplement. Donc il y a des plateformes aujourd'hui, il y a même des statistiques hein, sur le pourcentage. Bon, effectivement, tout le monde était on va dire sur Windows 7 à l'époque parce que c'était pas trop hardcore vis-à-vis de Windows 8 aujourd'hui qui fait un peu, on va dire, c'est pas forcément génial comme interface. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ils font un peu la tronche dessus. Ça veut pas dire qu'il est pas forcément puissant, mais c'est pas intuitif et derrière le domaine du libre, le logiciel libre qui fait que bien sûr on voit arriver de plus en plus la montée de Linux dans ce domaine. Donc il y a une statistique hein, pour vous retrouver sur le site de Génération NT hein, qui en parle. C'est des statistiques qui ont été élaborées par Net Application pour le système d'exploitation. Donc The Next Web a repéré donc celle de Steam. Donc chaque mois cette plateforme de gaming propose une enquête sur le matériel logiciel de ses utilisateurs. De quoi par exemple suivre l'évolution de Windows 8 que le PDG de Valve, donc éditeur de Steam, avait décrit comme une catastrophe pour le PC. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on constate ainsi que près de 20% des utilisateurs sous Windows 8. C'est par ailleurs la première fois que Windows 1.1 passe devant Windows XP, donc le système d'exploitation le plus représenté, demeure néanmoins Windows 7. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc il y a OS X donc n'a pas pu donc proposer une progression assez importante donc de 3,68%. Bon, c'est pas quelque chose qui bouge. Hein. De même pour Linux avec pour principal représentant Ubuntu et un total de 1,07. Donc cette évolution du taux de joueurs pour Linux est cependant assujettie donc à caution dans la mesure où il existe une catégorie autre non définie. On en parlait, hein, on en parlait dans une émission il y a 2 semaines, je crois, avec Olivier, ou la semaine dernière. On parlait donc de SteamOS. Donc tu as regardé SteamOS un petit peu, tu t'es avancé. Rapidement pour... SteamOS, en gros, c'est une ISO, c'est une distrib, un fork de Debian, tout simplement. Ils voulaient choisir, à la base, ils voulaient choisir Ubuntu, mais ils n'ont pas trouvé une entente. Bon, soit, on va pas rentrer dans le détail, ils ont dit, ok, bon, on va aller sur Debian, sur la Debian 7 directement. Pourquoi? Et c'est simplement cette simplicité d'installation, la simplicité de l'interface, etc. Par contre, quand tu installes, après mes souvenirs, je crois que par défaut, c'est Unity. Mhm. Bon, je vous conseille après de customiser l'ensemble de vos outils. Moi, pour 2014, je vous conseille franchement de vous dire, si vous voulez peut-être pas abandonner votre Windows 7, c'est un fait, mais peut-être réaliser un dual boot. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un dual boot, c'est au démarrage de votre ordinateur. Ça vous permet de choisir soit de lancer votre programme Windows ou de lancer votre Linux, Debian, Ubuntu. Il y a des programmes qui sont très bien faits, c'est pas trop l'usine à gaz, ça a fait des progrès, on en parlait, hein, même Brice il y a quelques jours dessus. C'est pas... Franchement, c'est pas dur. Linux a fait énormément de progrès sur certaines choses. C'est sûr que parfois, dans notre cas, c'était un peu hallucinant parce qu'on avait 3 écrans sur la machine et on comprenait pas à un moment donné parce que ça va du mal un peu à switcher. Mais derrière ça, ça peut fonctionner mieux et votre besoin, on va dire, de Windows. Si vous avez un besoin Windows, c'est compréhensible parce que vous avez peut-être des logiciels qui sont pas encore disponibles sur Linux. Par exemple, si vous faites de la musique,
c'est des trucs sur Linux, hein, il y en a des très bons. Je ferai une émission là-dessus, MAO, sur les logiciels open source. Et à partir de là, bon, bah, c'est pas compliqué. De toute Parce que, manière, ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut se jeter dans le grand bain du monde du libre ouais, ouais, et mais d'aller sur du hmm. Linux, mais forcément avec du double boot, parce qu'il Faut prendre une petite bouée, hein. faut prendre une petite Ouais. bouée, sinon ça, y a des, on peut vite être perdu. Moi qui me souviens d'avoir essayé d'installer des Debian il y a quelques années, où tout était encore en ligne de commande, où il y avait des installeurs, mais pas forcément très friendly. Là maintenant aujourd'hui on arrive sur des installations de Linux, on n'a qu'à suivre les indications à l'écran et ça s'installe assez facilement et on peut arriver facilement à avoir un double boot Windows et Linux, quelle que soit la version, une Mint ou une Debian ou une Ubuntu. Et après peut-être la difficulté c'est de choisir son bureau, de suivre les installations, de mettre un nouveau bureau par exemple Cinnamon ou autre. C'est peut-être la partie la plus difficile. Après ça, on retrouve très vite ces petits sous Linux. Comme tu disais, il n'y a pas forcément tous les logiciels et c'est pour ça l'intérêt de faire un double boot avec Windows, de garder un peu ce côté j'ai des programmes qui fonctionnent sous Windows, je retourne sur Windows, même si c'est un peu casse-pied de redémarrer sa machine pour basculer de l'un à l'autre. Après, il y a des solutions, hein, si c'est pas des programmes qui demandent, on va dire, d'une ressource assez importante. Ça peut, par exemple, si vous avez un vieux jeu qui n'a pas besoin d'avoir une carte graphique performante, etc. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'installer une virtual machine. Donc, Exactement. il y a des programmes qui sont gratuits. Bon, après, c'est la société Oracle qui propose ça aujourd'hui, mais il n'y a pas que Oracle qui propose ça. Donc, c'est VirtualBox. C'est non, je vous invite à taper sur votre clavier VirtualBox. Derrière ça, bah, ça va vous permettre d'installer un système d'exploitation dans le système d'exploitation. En bref, vous pouvez vous installer un Windows c'est comme si vous lanciez un programme sur votre Linux. Ça va vous permettre d'utiliser votre Windows 7 par exemple. Vous pouvez même lancer vos vieux jeux si vous voulez installer un Windows XP parce que vous voulez vous refaire un jeu de stratégie, par exemple Civilisation, parce qu'il ne tourne plus à cause de la résolution, à cause du changement de noyau de Windows, etc. Ça peut vous permettre bah voilà, de mieux réorganiser réorganiser vos besoins en informatique tout en évitant d'oublier ce que vous aviez avant. Et c'est d'ailleurs là où c'est intéressant d'utiliser une machine virtuelle pour les gens aussi qui ont un peu peur de basculer directement sur un environnement Linux. C'est on peut commencer sous un Windows à installer justement VirtualBox et faire un Linux pour voir un peu comment ça s'installe, voir déjà prendre un Mhm. peu mettre un peu le doigt un peu sur Mhm. les différents engrenages de Linux. Sachant que VirtualBox aussi, vous pouvez l'installer sur votre Windows, hein, ça tourne sur un Windows 7, ça tourne sur un Windows 8, hein. Si vous voulez faire le test, tester un Linux, le casser, voir est-ce que ça vous plaît ou pas, Exactement. ça va vous permettre déjà de faire une première approche et de comprendre. C'est Ouais. des outils qui sont vraiment intéressants justement pour tester. Nous, dans le monde professionnel, aujourd'hui, on tourne sous Windows, mais on développe avec un Linux, avec une machine virtuelle qui tourne elle-même sur Windows. Ça nous permet de gagner du temps, faciliter l'installation, et pour que la machine tombe en panne, il faudrait que le Windows lui tombe en panne. Or que si le Linux machine virtuelle lui tombe en panne, on peut le réinstaller très très rapidement avec la machine virtuelle, parce qu'on peut faire des sauvegardes, ce qu'on appelle des snapshots, Mhm. où on peut faire des Des sauvegardes images, de en fait, l'état. c'est Voilà, l'image. on fait l'état, voilà, notre machine elle marche à ce moment-là, on la sauve et après on peut modifier des paramètres, essayer un nouveau bureau par exemple, ou installer un nouveau programme. Et si là votre machine virtuelle tombe en panne pour X ou Y raison, mais vous avez juste à recharger le dernier snapshot, donc la dernière image de Linux que vous avez sauvé, et comme par enchantement, la machine revient proprement. Ok, bon, on fait une petite pause musicale. Après, j'ouvrais, si vous avez- bon, je relirai, j'ai encore un article ou deux à lire, j'ouvrais l'antenne. Je vous rappelle qu'on a un chat.rim 952, un chat.rim 952. Bah, bonjour à vous hein, qui êtes dessus, hein, donc à la biche Patrice, 924 699, Zygote, Argalus, Bouddha, Nelf, Cyber, Capitaine Flamme, Late Deck, 909 402. 909 452, Sensor Yaya, 400, 840 394 et Primato Zohair. Il va pas m'aimer. Alan, bon, à tout de suite.
I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life, I want you more than anything in my life, I'll miss you more than anyone in my life, I love you more than anyone in my life. Bonjour à tous, une annonce vous concernant auditeurs-auditrices, sachez qu'André Siméon aura l'occasion d'animer le magazine Santé et Spiritualité ce lundi 6 janvier. Par la suite, il vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro Motte-Piquet-Grenelle ou duplex. La thématique qu'a choisi d'aborder André Siméon avec vous pour cet atelier conférence: que va-t-il se passer en 2014 ? Conférence donc qui aura lieu de 20h à 22h30 dans les locaux de la radio le lundi 6 janvier. Je vous rappelle qu'une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Je suis avec Brice aujourd'hui et moi-même William. Et on est sur notre revue de presse et j'ai fait une sélection, Brice, hein, peut-être vous prenez l'émission en cours, hein, Cyberculture, donc je vous rappelle, c'est l'actualité informatique de la radio ici. Et maintenant on décortique, hein, on essaye de un peu vous expliquer parce que c'est vrai que l'informatique c'est un peu dur, des fois on comprend rien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et ça fait mal, ça peut faire mal à la tête. Exactement. Voilà, ta voix est mieux là. La voix est mieux. Ouais. C'est bon. Ok, attends, peut-être un tout petit peu... Ok, non, c'est peut-être moi qui est sourd. Ok, tout va bien. Donc revenons à nos moutons. Je vous rappelle bien sûr, dès 15h30, vous retrouverez Olivier avec la hotline pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique. Parce qu'on on est là pour vous aider. Aussi, à partir de 15h30, on a un chat paris952.fr. Donc je viens d'ouvrir l'antenne. Vous pouvez, dès à présent, s'il y a un article de presse sur lequel qui vous a touché, vous avez besoin de comprendre quelque chose, ou vous avez besoin de débattre avec moi et avec Brice aujourd'hui à l'antenne, donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Alors Brice, revenons à notre revue de presse, donc dans ma sélection. Alors dans ma sélection, donc j'ai choisi un article que tu peux voir de loin. Hein. Donc Facebook attaqué pour la récupération de données dans les messages privés. Donc pour mieux comprendre, hein, là où vous avez des messages privés, c'est un petit pour bien décortiquer et comprendre. On va rentrer dedans. Ils sont pas en train de prendre vos données. On va voir.
On va essayer de comprendre et décortiquer ce petit lapsus de Facebook. Donc le réseau social est attaqué sur les scans des URL postés dans les messages privés de ses utilisateurs et dont les données seraient partagées avec des annonceurs. Donc Facebook peut-il utiliser les données postées dans les messages privés des utilisateurs de son réseau pour fournir tout simplement des informations de profilage à ses annonceurs. Donc pour deux utilisateurs, Matthew Campbell et Michael Hurley, le réseau social outrepasse ses droits et viole la législation sur la correspondance privée. Dans une plainte lancée en Californie visant à prendre le statut d'une action collective, il accuse Facebook de scanner les correspondances privées lorsqu'une URL vers un site tiers y est présent et de partager ces informations avec ses règles publicitaires. Donc les plaignants suggèrent que le réseau social trompe les utilisateurs en leur laissant croire que les messages privés sont un espace préservé de toute récupération d'informations les concernant, donc conduisant l'utilisateur à livrer des informations sur eux-mêmes et qu'il n'aurait peut-être pas donné s'il se savait surveiller. Donc l'argumentation se rapproche des critiques contre le scan de messages dans Gmail pour afficher des publicités en relation avec certains mots-clés présents dans la correspondance électronique. Bien que Google défende son système en affirmant qu'il est automatisé et que personne ne lit le contenu des emails, mais pour les avocats des plaignants, cette récupération d'informations est un moyen pour Facebook de récupérer en douce des données avec la volonté d'améliorer ses algorithmes pour le marketing et d'accroître sa capacité à tirer profit des données des utilisateurs de Facebook. Donc rapporte Bloomberg de son côté. Donc Facebook affirme que la plainte n'est pas fondée et il va se défendre en conséquence. Moi ça me fait bien marrer quand ils sont pas justifiables. Hein. C'est pas justifiable. Ils l'ont mal fait. Hein. C'est clairement pas justifiable, mais après c'est le problème de l'internet et des gros réseaux sociaux. Quand je dis c'est pas justifiable de la part de Facebook. Hein. Les deux gars qui portent plainte, ils ont raison. Oui, les deux gars qui portent plainte ont totalement raison. Justement, la correspondance privée, c'est quand même, son nom l'indique, c'est privé. Après, il faut quand même pas se leurrer, que ça soit Facebook, Google et consorts. L'objectif, c'est de récupérer un maximum d'informations pour mieux vous vendre ou mieux vendre à des sociétés des informations sur vous pour qu'ils eux puissent vous vendre leurs produits et pouvoir vous cibler. L'objectif, c'est vous cibler. Vous avez un besoin, on vous cible. Donc pour ça, il faut avoir les informations de là où vous naviguez, mais aussi de ce que vous échangez sur vos différents réseaux sociaux. Votre correspondance mail et vos messages privés. Pour moi, c'est vraiment abusé Il faudrait arriver à trouver une solution pour pouvoir avoir vraiment de la correspondance privée avec des éléments cryptés. Il faudrait un Facebook crypté, par exemple, ça serait pas mal. Tu sais qu'en fait, il y a des petits malins qui cryptent leur Facebook. C'est une bonne pratique. Quand tu vas sur leur mur, sur leur message, tout est en MD5, tout est haché, ça crypte, c'est-à-dire qu'ils donnent vraiment rien. Du coup, après, ça veut dire qu'on fait vraiment une correspondance privée avec les gens et que les autres personnes en face de toi ont la bonne clé pour pouvoir décrypter ton truc. Perso, je vois pas l'intérêt, autant avoir un chat privé, ça va plus vite. Hein. Il y a des. Je ferai peut-être une émission là-dessus sur. J'ai commencé un petit peu à regarder tout ce qui était réseaux sociaux open source. Pour créer ton propre réseau à toi. Il y a eu pas mal de projets aussi de réseaux sociaux open source, comme tu dis, où justement on permettait de mettre les informations un peu dispatchées, avoir un peu une notion de peer-to-peer, mais de réseaux sociaux. Et puis ça n'a pas pris en fait, il n'y avait pas suffisamment d'utilisateurs, tout le monde revient à Facebook ou à Google Plus ou autre. Bon après on va pas faire l'apologie de Google Plus ou de Facebook, des réseaux sociaux, mais c'est pour bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui là les données, on va parler de big data, forcément de stockage important d'informations, ils vont pas aller jusqu'à, mais ils peuvent dire ton nom, ton prénom, mais derrière ils récupèrent des informations qui sont super confidentielles, qui sont quand même intimes derrière ça. C'est intime et ça va rentrer dans des stats en disant toi homme, brun, yeux bleus, yeux marrons, couleur de peau, etc. etc. Ils vont te mettre dans une case et à partir de là ils vont prendre plein d'informations qui vont peut-être pas forcément utiliser sur toi, mais qui vont utiliser pour le service marketing. Et je trouve ça scandaleux qui quelque part, par le fait qu'ils nous proposent un service gratuit,
Et ça, c'était c'est cette histoire avec Gmail. Hein. De toute façon, Gmail, c'est vrai que les emails, ils arrivent tout le temps. C'est un service qui est gratuit, mais derrière, on a vu ce qui s'est passé avec la NSA, avec la récupération de données personnelles. Ils ont quand même, il y a quand même, c'est un gros backdoor, une porte ouverte, une porte dérobée pour récupérer nos informations personnelles. Exactement. Et puis justement, comme tu le disais, ils attirent les gens sur le fait qu'il y ait cette gratuité sur un service qui marche très bien, mais du coup, eux, ils retirent un peu leur marron du feu en faisant, voilà, c'est gratuit, mais nous, en fait, on récupère vos informations. Après, comment elles vont être utilisées, on ne sait pas. C'est Google qui décide. Comme c'est une société américaine, donc la NSA peut récupérer tout à fait les informations légalement, puisque c'est les lois votées avec les différents Patriot Act qui permettent à la NSA de récupérer ces informations. Effectivement. Donc c'est pas voilà, c'est faites attention, réfléchissez bien. Faire une messagerie privée sur Facebook, franchement, je le conseille pas. Après, Après, vous allez me dire ouais, mais bon, voilà, toi t'as un Gmail, etc. Bah, ça fait un peu pareil. Sauf que bon, bah là c'est pareil, oui, c'est pareil. Et aujourd'hui, bah, j'invite toujours à l'auto-hébergement ou à trouver Exactement. si vous voulez pas faire de l'auto-hébergement, parce que c'est pas forcément évident à mettre ça en place, surtout si vous voulez pas vous embrouiller avec votre copain ou votre copine en laissant un ordinateur allumé 24 heures sur 24 dans votre chambre ou dans votre salon. On sait jamais, le coup d'aspirateur, le chat qui passe dessus, il n'y a plus d'ordinateur, plus de serveur. Non, ne fais pas un blocage, des fois j'ai démonté. Alors là, on va aller sur on va aller sur un autre article de la NSA qui serait capable de pirater tout simplement un réseau Wi-Fi à une distance de plus de 13 km. Donc c'est les participants du Chaos Communication Congrès de Hambourg qui s'est tenu ce week-end dernier, donc qui ont eu le droit à une étonnante démonstration de capacité de surveillance de la NSA. Donc le chercheur en sécurité Jacob Appelbaum a aussi présenté quelques techniques de hack de l'agence de surveillance américaine. Donc Jacob Appelbaum est un chercheur spécialisé dans la sécurité et c'est ainsi et aussi donc le co-auteur de l'article du Spiegel qui a révélé une partie du catalogue des outils dont dispose la NSA pour mener tout simplement ses opérations de surveillance. Devant une salle remplie de spécialistes, il a ainsi présenté certains de ces outils utilisés par la NSA pour récupérer des données interceptées de communication ou de fichiers même pour pirater des réseaux privés. Outre les outils clés en main permettant de prendre le contrôle d'un appareil sur iOS, on en parlera tout à l'heure, ou tout téléphone de communication par GSM, Jacob Appelbaum a décrit un dispositif qui vise plus spécifiquement les ordinateurs par injection de paquets, donc soit le piratage d'un réseau Wi-Fi qui se démarque par une portée impressionnante de 13 km au maximum. Donc l'expert a même indiqué que le pirate pouvait très bien être, opéré depuis un drone volant, ce qui multiplie d'autant la portée de l'attaque, bien que la plupart des cas, ce serait des vannes banalisées qui sont tout simplement utilisées. Donc une brochure de la NSA qui date de 2007 a ainsi présenté la date lançant supposer que l'agence a encore fait beaucoup de progrès depuis ce temps et que ce qui nous étonne aujourd'hui est certainement très loin des capacités actuelles de l'agence, dit-il cet expert. Donc l'expert partage l'idée que la technique reste toutefois la même et qu'il aurait été utilisée pour surveiller les communications de Julian Assange à son domicile à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Des éditeurs donc de cette fameuse ambassade auraient ainsi reçu d'étranges messages de bienvenue d'une société de téléphone ougandaise, des messages qui provenaient finalement d'une station de la NSA positionnée sur le toit à proximité, camouflée derrière une fausse antenne. Donc les agents auraient alors malencontreusement donc oublié de réinitialiser leur dispositif après une mission visant l'Ouganda. Donc entre-temps, le Spiegel vient de publier une fiche interactive présentant une partie des gadgets de la NSA et de leur fonctionnement. Donc elle est assez considérable, dont on en parlera dans d'autres émissions ou peut-être pas, parce que bon, à la fin, t'as un peu l'impression qu'on nous file toute la panoplie de 007 derrière ça. Ah, et encore, je pense que on n'a pas tout vu encore. Hein. On parle de Wi-Fi personnel, mais je pense qu'ils peuvent aller bien plus loin que ça. Et qu'on n'a pas tout vu, clairement. Alors, je t'en remets un autre. Allez. Toi, pas toi forcément, toi qui écoute, vous auditeurs qui écoutez, vous qui avez un iPhone, l'iPhone il est beau, mais non.
La NSA a donc infiltré vos iPhones depuis dès 2008, pas forcément le vôtre, parce que peut-être c'est pas, on sait jamais. Bon. Donc ce qu'il faut comprendre, la NSA savait déjà infiltré depuis 2008 les iPhones. Dans cette tentative d'écoute des smartphones utilisent donc les grandes plateformes mobiles. L'iPhone pouvait donc faire l'objet d'écoute et de récupération de données dès 2008. Au fil des révélations concernant les méthodes d'écoute et de collecte de données par les agences de renseignement américaines, il apparaît que la sécurité des plateformes mobiles ne résiste pas bien longtemps face aux efforts d'interception. Donc les smartphones des dirigeants hors terminaux spécifiques sécurisés n'ont pas représenté un gros obstacle durant les grands événements de type G20 permettant d'obtenir des informations sur les négociations et les alliances en cours. Donc l'iPhone non plus n'a jamais représenté une grande difficulté dans les documents fournis par Edward Snowden. Il apparaît qu'il était déjà possible d'installer des mouchards dès 2008, soit moins d'un an après le lancement de l'iPhone de première génération. Donc à ce moment, un accès physique au smartphone était nécessaire, mais les travaux avaient été déjà commencés pour pouvoir installer un logiciel espion à distance, et selon quelques données plus récentes, la NSA savait en 2012 activer tout simplement l'APN d'un iPhone. Dans sa première forme, un programme Trop-Out-Jeep a permis de développer un malware à installer sur l'iPhone pour en récupérer tout simplement les fichiers, messagerie, voicemail, SMS et obtenir une géolocalisation ou activer tout simplement le micro et APN selon le et leurs besoins. Donc dès 2008, les outils de Quantum Theory de la NSA pour réaliser une intrusion affichaient 100% de succès dans le cas de l'iPhone, indiquant les documents de Snowden commentés par l'expert Jacob Appelbaum lors du Chaos Communication Congress qui vient de se dérouler, comme quand je le disais de l'article tout à l'heure, en Allemagne. Donc de nouveau, la question de savoir si la NSA exploite des failles à l'insu d'Apple, ou il était aidé à ce sens par la firme de Cupertino, restait posée. Donc la réussite de tentative d'intrusion et de l'assurance affichée du service de renseignement d'y parvenir durablement laisse planer les doutes, comme pour d'autres groupes télécoms, etc., etc., etc. C'est impressionnant. Ouais. Après, je veux pas dire passer sur Android. Moi, je dirais tout simplement racheter un téléphone. Moi, ce que je même pas, pourrais en même, conclure, ne prenez plus de téléphone portable. c'est le meilleur sémaphore. agent de la NSA, c'est toi. Faites du sémaphore, faites du mort. Non, mais le meilleur agent de la NSA, c'est ceux qui ont des appareils électroniques au final. Donc nous, vous, tout le monde. C'est juste parce qu'on a un petit appareil dans la poche, n'importe qui peut accéder à n'importe quelle information autour de vous, même sur vous. C'est quand même assez. Le Big Brother est bien là. Le Big Brother est bien là. Il est là depuis un très. J'aurais pu en parler. Il est là depuis longtemps. C'est sûr. Après, bon, il y avait le début de l'Internet, on a eu quand même... c'est vrai que l'explosion, l'Internet, ça a aidé, l'avenue du téléphone, le fait de pouvoir trianguler les gens... L'explosion de la technologie a fait exploser le fait qu'on puisse récupérer les informations sur vous ou n'importe qui de votre entourage. Plus de technologie fait qu'on récupère plus d'informations sur vous. Continuons, parlons bien. Ouais, j'en peux parler. Parlons bien. Là, on va continuer, on va faire une petite pause. On se retrouve d'ici quelques instants. On fait une petite pause de quelques secondes. Petite dédicace avec celui qui va reconnaître sa musique. Même toi, tu sais que c'est pour Sensor, le Golden Clamp. Ça, est parti. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life,
gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, je suis avec Brice et moi-même. William, donc je vous rappelle que l'antenne est ouverte. Et si vous voulez débattre avec les différents articles, l'article de presse d'aujourd'hui, on parle de la NSA et on en parle et on en parle. On parle aussi Linux, on parle du domaine du libre. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Et je suis avec Brice, toujours là, et toujours présent, donc t'es peut-être pas trop fort. Ok, alors est-ce que donc on va continuer un petit peu sur ma sélection de cette revue de presse. On va parler toujours de NSA, mais on va parler surtout des sociétés qui ont un peu baissé leurs pantalons. Les sociétés américaines, après bon, ils ont utilisé le Patriot Act, ils ont, même s'ils ont, mais c'est toujours le truc à l'américaine, c'est genre je te donne de l'argent, je finance ta société, mais derrière tu dois avoir des contreparties. Voilà, la contrepartie, c'est je dois en avoir le contrôle, pas le contrôle genre en mode c'est moi le patron. Non, je vais avoir le contrôle vraiment du matériel. C'est pour ça que il a été découvert un backdoor de la NSA dans ces équipements de qui, bien sûr, voilà, qui ne fait pas les affaires de Cisco. Donc l'équipement réseau Cisco est l'un des premiers à avoir reconnu souffrir des conséquences des révélations d'Edward Snowden sur les écoutes de la NSA. Donc les derniers documents publiés risquent bien d'aggraver son cas. Donc pendant que les dirigeants de la société high-tech US tentent d'obtenir des mesures pour un contrôle resserré des initiatives de la NSA afin de tenter de restaurer la confiance auprès de leurs clients, certains groupes ressentent déjà fortement l'effet des révélations issues des documents d'Edward Snowden sur les jagissements des services de renseignement. Donc le groupe Cisco indiquait déjà en novembre une chute sévère de son activité sur certains marchés devenus méfiants comme sur ses produits et possibilités de portes d'entrée dérobées qu'il contient et qui peut opportunément servir de prétexte pour les écarts face à des rivaux. Donc ce danger est particulièrement sensible en Chine alors que les entreprises télécoms chinoises sont empêchées de développer leur activité aux États-Unis. Par contre, le risque d'écoute, ce retour de bâton pourrait avoir des conséquences lourdes sur un pan de l'économie US et les pertes à venir sont déjà chiffrées en dizaines de milliards de dollars. Donc avec les dernières informations de l'article du Spiegel qui affirme que la NSA dispose de portes dérobées dans de nombreux équipements informatiques professionnels et grand public, dont des serveurs fabriqués par Cisco. C'est une nouvelle tuile qui tombe sur le groupe américain et qui ne va pas aider à restaurer une confiance dégradée, mais sans être forcément le fruit d'une obscure de coopération avec Cisco et les services de renseignement. Ces affirmations risquent d'aggraver encore une situation déjà maussade. Dans un billet sur le blog officiel, le responsable sécurité de Cisco, donc John Stewart, indique que le groupe est profondément concerné par la question de sécurité et réaffirme ne pas laisser des backdoors dans ses produits ou affaiblir leur sécurité à la demande du gouvernement. Donc le groupe affirme sa volonté de réactiver pour corriger toute faille détectée. Il a mis en place divers programmes pour garantir un autre degré de sécurité. Donc ce point est central dans la façon dont nous gagnons et maintenons la confiance, indique Doc John Stewart. Confiance est plus que jamais le mot-clé au cœur des révélations des écoutes de la NSA et il n'est pas sûr que le fait que la NSA soit aussi en mesure d'infiltrer des équipements concurrents et même ceux de l'équipement chinois Huawei tant décrié aux États-Unis soit d'un grand secours. Je sais pas. Déjà le dernier la Huawei c'est mon modem fibre optique. Et donc tu vas te faire espionner par les Chinois alors? Pour ce qu'ils ont à prendre, franchement. Moi je les invite, ils sont le bienvenu. Pas par en backdoor. Mais non mais pas backdoor, on va éviter. Oui. Mais à la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on lit ça, ils sont quand même fait pris la main dans le sac et ils disent qu'ils n'ont pas de faille de sécu.
Si tu as bien compris ça. Ben, pour eux, c'est peut-être pas une faille de sécurité, c'est peut-être volontaire. Comme c'est volontaire, c'est pas une faille de sécurité. C'est eux qui l'ont mis en place, cette backdoor. Donc voilà. Après, là, on cible Cisco, mais c'est pareil pour Alcatel-Lucent, c'est pareil pour qui est Alcatel à moitié français, si je dis pas de bêtises. Euh, T'as envie de parler de l'article, hein, le prochain article. ah, je spoil un peu. Mais enfin, tout ce qui est télécommunication, c'est tellement charnière que la NSA, ils sont rentrés dedans. Et ils ont, par exemple, Alcatel-Lucent. Lucent, c'était américain. Ils en ont profité. C'est la télécommunication aujourd'hui, c'est le facteur clé de l'espionnage, on va dire. Donc, que ça soit intercontinental avec les grosses fibres entre les continents. Où on peut espionner chaque communication entre continents ou aussi bien dans des réseaux locaux chez toi, rentrer chez toi sans difficulté. Bah, c'est vrai que je crois qu'on en parlait déjà la semaine dernière. J'aime bien débattre tout le temps, pas forcément tout le temps, mais dans Cyberculture sur le fait de faire du Made in France. Ouais. On a vu vite fait, aujourd'hui, même il y a des documentaires, ils ont l'air de remettre ça un peu en avant. Bon, on trouve rarement du produit électronique Made in France. Même fait une émission, une libre antenne là-dessus. Oui, quelque part, faudrait-il pas réindustrialiser notre partie vraiment électronique? Bah, il faut réindustrialiser, faut-il mais mieux que ça nous coûte? est-ce que la solution, ça serait pas plutôt d'avoir quelque chose que l'on puisse construire, on va dire, c'est un peu utopique, hein, mais de nos petites mimines, où on a par exemple un plan d'un schéma, d'un modem, par exemple, libre, que tu puisses monter toi-même, et tu as ton modem, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Là, tu verras pas la possibilité de... C'est utopique, Non, complètement mais c'est utopique parce que, je dis, on en parlait, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est tellement, on va dire, les composants sont tellement petits, infiniment petits, c'est de la nano, quasiment de la nanotechnologie, pour voir qu'il y a un backdoor dans le matos que tu achètes, C'est pas c'est pas possible. possible. Mais enfin, après, ça serait c'est clairement avoir le contrôle, par exemple, d'avoir des usines en France, de réindustrialiser cette partie électronique en France, ça serait aussi une bonne solution. Mais qu'est-ce qui empêcherait d'avoir nos services secrets français qui Ah, c'est arrivent, qui ça. font Mais c'est bon, genre, ben, les gars, on vous donne des sous, mais tu préfères te faire surveiller par le service secret français ou par le service secret américain, par le service secret russe, là, bah, de ou toute chinois? manière, ces services secrets, ils sont tous en communication, même s'ils se donnent pas toutes les informations, ils se donnent des informations. Donc que ça soit des Américains qui t'épient ou que ça soit les Français, et si les Américains veulent avoir des informations depuis nos services secrets, ils peuvent les avoir. C'est un peu, c'est pas que les Américains, c'est tout le monde. C'est une forme de guerre de l'information, récupérer un maximum d'informations. Et tout ça sous l'égide de notre sécurité. C'est un peu ça. Donc après, c'est la grande question. Oui, après, on réindustrialisera l'électronique en France, mais ça fera pareil parce qu'on a vu que la loi qui est passée là, qui permet maintenant aux militaires français de plus passer par une procédure Exactement. de Justice. justice, par une décision de justice ou par un juge qui dit OK, vous pouvez le mettre sur écoute. Là, ça va être la fête, hein. Et Pour oui, moi, ça a déjà commencé, hein. pour moi, c'est l'équivalent du Patriot Act américain. C'est ça. C'est un, voilà, on donne libre piochage, on va dire, sur nos informations de la part de nos services secrets français. Oui. Alors, on va rebondir sur ce que tu as déjà essayé sur lequel tu voulais rebondir, c'était en parlant d'Alcatel et tout ce qui tourne autour de nos technologies. Et je pense que vous avez dû le voir passer cet article, ou peut-être pas, donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est un article qui concerne le piratage du câble sous-marin SCAW4 Orange, qui va se constituer partie civile. Donc Orange réagit aux affirmations du piratage du câble sous-marin par la NSA en indiquant que le groupe allait se constituer partie civile tout en soulignant qu'il n'est pas fait depuis son réseau. Donc dans un nouvel article faisant aux documents fournis par Edward Snowden sur les activités de la NSA, le Spiegel a indiqué que la plateforme de gestion du câble sous-marin faisait donc transiter le trafic internet entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie avait été infiltré en février 2013. Donc ce câble qui atterrit à Marseille côté européen est géré par un consortium de 16 entreprises dont le groupe Orange auquel il est
relié. Donc l'information du Spiegel a été confirmée par Mediapart, qui a également eu accès à ces documents. Donc l'ampleur et la teneur des informations récupérées n'est pas connue, mais les documents suggéraient que la NSA a eu accès à la cartographie d'une bonne partie du réseau. L'opération aurait été menée par TAO, donc Tellurian Access Operation, en passant une technique déjà utilisée par ses faux filiers dans les ordinateurs de l'opérateur belge Belcalcom. À la suite de ces informations, l'opérateur Orange a commencé à réagir, rapporte le Figaro. Le groupe Télécom français affirme si elles sont avérées, ces opérations ont été réalisées à l'insu d'Orange, et si piratage il y a eu, cela n'est pas pu se faire via le réseau d'Orange, qui n'a connu aucune attaque de ce type. Donc l'article du Spiegel évoque d'ailleurs l'infiltration du système de gestion du câble sous-marin, mais pas forcément une intrusion sur le réseau d'Orange auquel il est relié. Donc l'opérateur télécom indique qu'il compte se constituer donc partie civile à ce propos. Donc qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je pense que c'est pas une première, et comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'éléments qui montrent que la NSA peut pirater facilement ces éléments-là. C'est que justement, une partie des boîtiers qui permettent de faire ces liaisons-là sont mis en place par Alcatel-Lucent, et Lucent, comme on dit, c'est américain. Et Ça, c'est plutôt un point d'interrogation. c'est un point d'interrogation, mais ça montre. Parce que moi, il me faut je vais pas te faire un propos en cucu en direct, hein, mais ça. C'est un sous-entendu, mais cette information-là, si on gratte peut-être, c'est possible que. C'est possible Parce que. que tu vois, là, ils disent pas qu'ils sont fait pirater ils disent qu'ils sont pas fait pirater les réseaux, mais là, on n'a pas parlé de physique, on parlait du réseau, ce qui n'est pas pareil. Ouais, mais c'est le réseau physique qui se sont fait pirater. Ils sont venus avec leur sous-marin récupérer l'information. Après, de toute manière, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est télécommunication, c'est le nerf de la guerre. La NSA va venir récupérer les infos, et c'est leur but. Oui, William. Non, je comprenais pas. Non, alors je vous rappelle, hein, non, c'est une personne, je comprenais pas, ça parlait trop vite. L'outline, hein, je vous rappelle, c'est dès 15h30 pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique, hein, l'histoire de tablettes, d'internet, dès 15h30 avec Olivier qui est là, qui est en train de se chauffer, qui est en train de prendre un petit café pour tout à l'heure, dès 15h30. Donc revenons à ce fameux câble, excuse-moi, je t'ai un peu coupé la chic. Salut, je pars, tu continues l'émission sans moi, c'est bon, je te laisse, tu couperas les lumières. Et je rebaisserai le fauteuil aussi. Non, mais il faut monter le fauteuil pour Olivier. Mais il faut pas trop le monter parce qu'il y a ces gens après qui coincent. Et ils restent bloqués, je suis obligé de revenir le soir pour le débloquer. Pour le débloquer. Ouais, c'est 2014, il faut être gentil. Hein. Alors revenons à nos histoires de câbles. Donc ils disent que c'est pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas piraté de l'extérieur le réseau, c'est qu'ils ont dû soit par c'est une supposition bien sûr, c'est soit par le matériel, soit par physiquement, ils ont dû mettre des plongeurs, etc. Et par ce fait, et par rapport à ces plongeurs, ils ont dû faire un espèce de hacking, ou c'est peut-être aussi sur le matériel. Donc il y a des suppositions qui sont derrière. C'est que des suppositions, bien sûr. Après, on connaît pas leur capacité, qu'est-ce qu'ils font exactement. Sinon, ça serait trop simple à essayer de contrer. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après ça. Bonjour à tous, une annonce vous concernant. Sachez que Sobi Lévy Diboshi sera présent dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité ce mercredi 8 janvier. Suite à cette émission, Sobi Lévy Diboshi vous propose un atelier conférence dans les locaux de la radio au 8 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. Sobi Lévy Diboshi, je vous le rappelle, est coach, bioénergéticien, hypnothérapeute. Il aura l'occasion de vous montrer, via des exercices, comment fonctionne l'auto-hypnose, ainsi que des exercices sur la bioénergie. Je vous rappelle donc Sobi Lévy Diboshi pour cet atelier conférence du mercredi 8 janvier de 20h à 22h30. Je vous rappelle qu'une participation de 10 € vous sera demandée qui reviendront à la radio.
Radio Estimatoire 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui avec moi-même, William et Brice. Là, on a écouté la musique, c'était Limitless. Je sais pas, tu l'as vu le film Limitless Il y a longtemps. il y a longtemps? Oui, mais je suis pas très fan de cinéma en général. D'accord, d'accord. Je vais pas t'embêter avec ça alors. Bon, revenons à notre revue de presse. Je vous rappelle bien sûr que nous avons un chat accessible à partir de notre site internet, chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, ou sinon accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com pour retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio. Donc revenons à notre revue de presse et à notre sélection. On va parler du cours du Bitcoin. Donc le cours du Bitcoin, c'est la grande question d'un article tiré de l'informaticien.com. Le cours du Bitcoin est-il entre les mains du FBI? La grande question. Donc après la saisie, je vous rappelle, de plus de 175 000 Bitcoins lors de la fermeture du site Silk Road, le FBI se retrouve détenteur aujourd'hui de 1,5% des Bitcoins actuels en circulation. Donc l'entité américaine fait partie des 927 personnes détenant à elle seule près de la moitié de cette masse monétaire virtuelle. Donc le 2 octobre dernier, je vous rappelle bien sûr que le site internet Silk Road, connu aussi sous le nom de l'eBay de la drogue, car il permettait aux internautes d'acheter des stupéfiants avec de la monnaie virtuelle. Donc il a fermé bien sûr ses portes. Donc l'auteur de ce site, Silk Road, Ross Ulbricht, a été donc inculpé de trafic de drogue, piratage informatique et blanchiment d'argent par un juge de New York. Donc le FBI a alors saisi près de 175 000 bitcoins, ce qui représente environ 1,5% de la masse monétaire donc actuelle. Donc cette somme d'argent virtuel représenterait aujourd'hui plus de 110 millions de dollars, soit 85 millions d'euros environ, faisant donc du but à récupérer du FBI le plus gros porte-monnaie virtuel de Bitcoin. Derrière, il y a une enquête quand même qui a été faite. En revenant un peu dessus, mais qui tire les ficelles du marché? Donc c'est la question que se pose la Tribune, qui a donc écrit récemment dans ses colonnes que le marché du Bitcoin était manipulé par une poignée de personnes dont les intérêts sont difficiles à cerner. Donc un entrepreneur finlandais, Risto Pietla, excuse-moi si j'ai déformé ton nom, membre actif de Bitcoin Talk, a récemment estimé à partir des données publiques disponibles sur bitcoinwishlist.com qu'environ 927 personnes détenaient près de 6 millions de bitcoins, soit près de la moitié de cette monnaie actuellement en circulation. Il existe aujourd'hui environ 246 000 adresses de bitcoin, tandis qu'il y en avait 159 000 l'année dernière. Donc pour l'instant, les bitcoins saisis par l'FBI n'ont pas bougé, mais comme le fait remarquer le blog Big Brother du Monde, ils sont en tout cas surveillés avec attention sur le marché des échanges transparents sur les transactions avec une grosse somme. Le FBI est aussi un peu détenteur de l'avenir de ce Bitcoin. Donc c'est la question, toi qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez vous aussi, parce qu'on en parle dans l'émission Cyberculture, on en parle bien sûr dans l'Outline. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du Bitcoin aussi en général? Vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Donc là, sur cet article, Brice, qu'est-ce que tu en penses ça? Déjà, c'est étonnant que finalement le FBI récupère autant de bitcoins et qu'il finalement ait la main quand même sur le cours. Est-ce qu'il aurait vraiment la main sur le cours? Je sais pas. Mais après, le bitcoin, c'est quand même une valeur, on va dire, très volatile. Donc, c'est quelque chose qui fluctue tout le temps. Donc, j'avoue que moi, je mets pas trop le nez parce que, il faudrait passer beaucoup de temps à vérifier, scruter tout ça. Et elle me fait un peu peur le Bitcoin. Tu vois, j'ai pas, pour moi, c'est pas encore vraiment une valeur. Toi, t'achèterais pas, toi. J'ai un peu du mal. Ni du Dogecoin aussi, parce qu'il y a le Dogecoin qui est sorti, mais c'est pas une blague. Bon Il y a le Dog comme le chien, Coin, c'est une nouvelle monnaie qui est sortie, qui n'a pas la même valeur, bien sûr. Je crois que c'est du 0,0001 le Bitcoin, alors que le Bitcoin qui représente, ça représente 0,001 dollar ou un truc comme ça. Mais derrière ça, revenons à ça, ça me rappelle un petit peu la manière de contrôler les choses. Tu te dis que si quelque part ils sont en manière ils peuvent essayer de contrôler ce marché parce qu'aujourd'hui ils estiment qu'ils ont 1%, mais c'est possible qu'ils ont 50%. S'ils font d'autres saisies peut-être où ils récupèrent. C'est comme dans des vieux scénarios de films de stupéfiants, etc. à l'américaine, où derrière il vaut mieux quelque part il faut mieux contrôler la drogue qu'essayer de l'arrêter. La drogue c'est mal.
Non, ça, c'est sûr que la proxy, le MST, ça fait un peu Mais ça. oui, c'est plutôt essayer de Ça me fait contrôler. penser, ça me Ouais. fait penser un peu, ça me fait penser un petit peu à ça. Si tu fais, bon, bah, ok, les mecs, ils sont dans une partie, voilà, on se pose la question, toujours du contrôle, on est un peu aussi peut-être dans un mode un peu paranoïaque. Ça peut aider. Je pense que c'est plus paranoïaque parce que là, en arrêtant justement les activités pas très légales de ce site-là, qui était vraiment, comme tu disais, comme il était dit dans l'article, l'IB de la drogue, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir arrêté. Maintenant, est-ce que c'est pas un hasard le fait qu'ils récupèrent ça est-ce qu'on va pas Mm. trop loin en disant oui, ils veulent contrôler le flux du Bitcoin? On peut pas savoir. C'est Bah, ça leur fait peur, ils essaient de contrôler. Après, tu as le FBI qui se met derrière. Ça peut faire aussi peur aux grandes banques parce qu'ils ne contrôlent pas le système. Ils se disent, en plus, ça permet de faire des ponts avec notre système bancaire. On n'a pas le contrôle dessus, ça nous fait peur. Bon, ils donnent des excuses qui peuvent être, entre guillemets, valables. mm, Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, j'ai pas assez étudié, on va dire, le sujet en profondeur entre la relation banque et Bitcoin. C'est sûr que bon, bah voilà, c'est la grande question. bah, la relation Mhm. banque Bitcoin, il y a quelques articles qui expliquent ça sur bitcoin.fr où ils expliquent justement que les banques cherchent à décrédibiliser la valeur Bitcoin pour qu'elle meure de sa belle mort incessamment sous peu. Ok. Ah, on va juste une petite parenthèse, je suis en train de regarder ce qui se passe sur le chat, hein. Je rappelle qu'on a un chat.rim952.fr, bah, ça parle tout simplement, ça geek, hein, ça parle informatique, ça parle Linux. Là, ils sont en train de parler de Mint. Pas essayé. Bah, de toute façon, bah, tu fais une VirtualBox, hein, si tu veux juste, Exactement. tu fais une machine virtuelle, tu regardes ce que c'est. Moi, j'ai essayé, hein, c'est sûr que si vous voulez pas forcément vous rentrer trop dans des installations chiantes, lourdes, Mint, bah, vous pouvez aller sur le site, hein, de Mint, hein, sur le projet de Mint, hein, vous tapez Mint Linux, vous trouverez donc sur le site officiel de Mint. Donc Mint, c'est un Linux, bien sûr. Derrière, avec une couche, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une version mixée, il y a une partie soit, vous pouvez choisir une version Debian mais frisée, ou une version Ubuntu, hein, sur certaines distributions, hein. Si je dis pas trop de bêtises là-dessus, je te laisse rechercher pendant cela. Donc là, ils sont en train de débattre là-dessus. Donc il y a plusieurs types. Il y a Mint 16, hein, aussi, la sortie de Mint 16. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir, donc j'ai déjà aussi Cinnamon, hein. Cinnamon, donc c'est un système d'exploitation graphique qui a une très forte ressemblance avec on va dire la gestion un petit peu comme sur Windows. Donc si vous passez par exemple de Windows 7 à Mint ou de Windows XP, parce qu'aujourd'hui, oui, Brice, il y a des gens encore sur Windows XP, voire Windows Vista, ouais, vous n'allez pas être perdu et ça s'installe facilement. Vous pouvez retrouver vos outils préférés là-dessus. Donc après Mint, plutôt Unity, moi je suis pas vraiment chaud et on en parlait, Unity. En fait, la problématique d'Unity, moi, ce que j'ai vu, vous pouvez me le dire aussi, hein, ce que vous en pensez, hein, c'est simplement bah, quand tu mets ça sur un ordinateur portable ou sur ton PC à la maison, ça fait un peu du Windows 8. Bah, c'est ce Ouais. qu'on disait, c'est le Windows 8 avec son interface métro, on sent que c'est fait plus pour faire la convergence entre tablette et smartphone, on va dire, que plus faire un PC de bureau. Donc c'est un peu, je trouve un peu trop complexe pour un PC de bureau. Et Unity se dirige un peu sur le même principe, c'est pour ça qu'on a ces mêmes sensations entre Windows 8 et Unity. Après, ça reste accessible assez rapidement aux utilisateurs. Après, je suis plus fan d'un bureau classique. Unity, moi, je le vois plus sur des ordinateurs portables, tablettes détachables. Ouais. C'est-à-dire que tu as cette capacité de pouvoir installer un Linux, une Debian avec Unity, par exemple, ou voilà, bon, bref, avec ton Unity. Et c'est plus, je pense, conçu pour le tactile. C'est plus conçu pour le tactile. Là, effectivement, ouais. C'est justement cette convergence entre... on veut faire une sorte de convergence entre tablette, PC et mobile, où on ait justement toujours les mêmes écrans, qu'on puisse s'y retrouver très facilement, sans que les utilisateurs soient perdus, et une rapidité d'apprentissage de l'interface encore plus accrue.
C'est pour ça qu'on arrive avec des interfaces, même pour le PC, qui ressemblent à des choses tactiles. Après, si aujourd'hui vous voulez quelque chose de simple, vous voulez passer sur Linux, etc., vous avez besoin d'avoir quelque chose voilà, de plus symbolique, plus voilà, tout en image, c'est clair qu'Unity, c'est fait pour vous. Mais si de l'autre côté, vous avez vraiment un besoin système d'exploitation graphique comme du GNOME, donc GNOME, c'est toujours un type, parce que l'intérêt sur Linux, c'est pour avoir plusieurs types de systèmes d'exploitation graphique. Exactement. Sur Windows, ça va être des thèmes. Ou à la rigueur, parfois, tu as tes patchs, mais c'est des thèmes la plupart du temps. Sauf que là, c'est vraiment des systèmes d'exploitation graphique qui Différents. sont différents, qui sont basés bien sûr sur le même noyau. Quand on va parler de noyau, c'est-à-dire la même base système, en général. Mais derrière, après, vous avez le choix. Moi, je conseille, par exemple, sur Mint, vous avez Cinnamon qui tourne, mais si vous voulez pas installer Mint, parce que vous n'aimez pas Mint, c'est pas grave. Vous pouvez installer quand même Cinnamon sur votre Debian ou sur votre Ubuntu, si vous voulez. Oui, exactement. Vous n'êtes pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de blocage, si vous avez vos petits trucs perso, etc., c'est bon, il n'y a pas de problématique. Tout est possible, c'est juste que, bon, bah, il faut, dans certains cas, tu es dans le cas, par exemple, dans l'install du PC là, qu'on a réalisé là, il y a quelques jours d'ici, là, sur un Linux couche Debian 7, plus du Mint, pas un Mint, mais un Cinnamon, un 8, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'était un 8. Un 8, on a mis un 8, derrière, les pilotes de NVIDIA. Bon, là, on est obligé de les prendre en non free, ça veut dire que quelque part, c'est pas open source entre guillemets. On a on a un tout petit peu galéré, mais aujourd'hui, il y a des forums qui vous expliquent en français, hein, ce qu'on a tu peux le trouver en français ou en anglais. Hein, c'est pas forcément compliqué. Il y a quelques explications où vous pouvez vous faire plaisir. Et on en parlait au début de l'émission. Si vous êtes gamer, si vous utilisez Steam, à Linux, et en plus de ça, ça a pas ramé. Les virus, il n'y en a pas 50 encore. Contrairement à Windows. Ouais, contrairement à Windows, et ça peut se. Vous pouvez avoir une bécane, on va dire, qui est un peu plus stable et ça gratte un peu moins. Il dit. Alors, je commence à avoir un chat dans la gorge. T'as un truc à rajouter là-dessus? Pas trop. Ou tu acceptes ce que je dis? J'accepte ce que tu dis. Tu acceptes ce que je dis. Ok, bon, voilà. L'avant-dernière sélection. Savais-tu que la NSA se prenait parfois pour eBay, ou pas pour eBay, mais pour un magasin en ligne de réception de portables? Non, c'est une blague. Donc c'est la NSA qui interceptait donc des paquets donc, de PC portables qui étaient vendus en ligne, tout simplement pour intégrer des logiciels espions directs. Donc qui se mettaient entre la chaîne de... Tu vas sur ton site internet, t'achètes. Vu que le gars en face, il dit attention, ce mec-là, on le connaît, son IP, on le connaît. Ils interceptaient le portable, ils le verrouillaient. Donc on va rentrer dans le détail d'ici maintenant même. Ouais, c'est parti. Pardon. À chaque semaine, ces nouvelles révélations et scandales du côté de la NSA. Aujourd'hui, le Spiegel rapporte que certains documents de l'agence de renseignement américaine font état d'un programme qui visait tout simplement à intercepter des achats en ligne de PC portables afin d'y installer tout simplement des logiciels espions. Donc dans le document de la NSA récupéré par le journal, on pourrait ainsi dire que la NSA serait associée avec la CIA et le FBI pour opérer des missions assez particulières de façon régulière, à savoir intercepter des livraisons de PC portables et autres accessoires informatiques dans le but tout simplement d'y installer des mouchards avant qu'ils soient livrés aux acheteurs. Donc l'unité de hack d'élite de la NSA, donc le TAO, ça fait un peu Tao, les cités d'or, serait ainsi capable de détourner des livraisons vers des propres ateliers secrets par une méthode baptisée interdiction. Okay. Des agences réceptionneraient ainsi les paquets, ouvriraient ceux-ci avec une grande précaution pour y installer tout simplement des logiciels espions ou du code malicieux créé sur mesure pour permettre aux services de renseignement de profiter d'un contrôle à distance. Donc le rappel ne précise pas la cible du programme et si la NSA visait particulièrement certains acheteurs ou si le but était de disposer d'un maximum de postes contrôlables à distance. On connaît cependant l'un des noms des outils permettant à la NSA de compromettre la sécurité d'un dispositif électronique. Donc le Condomoot diffusé depuis 2009, il s'agit d'une puce soudée à un port USB permettant à l'agence de profiter d'un contrôle distant de la machine équipée. Donc ce composant serait disponible parmi énormément d'autres dans ce
que le Spiegel décrit comme un catalogue dont les commandes se font par email. Donc le catalogue proposait une foule de backdoors adaptés à la plupart des produits des grands fabricants et des sociétés technologiques comme Cisco, Juniper Network, Dell, Seagate, Western Digital, Maxtor, Samsung ou Huawei. Le rapport indique également qu'il est possible d'exploiter des failles de sécurité de Windows non connues de la société et du grand public en interceptant les rapports d'erreurs transmis par les utilisateurs pour déterminer ce qui ne fonctionne pas dans un PC, pour y renvoyer tout simplement un trojan ou un malware parfaitement adapté à ses faiblesses. En marge des écoutes et autres détournements de données, le rapport mis en avant par le Der Spiegel est intéressant puisqu'il présente comment la NSA peut avoir recours au partenariat de la CIA et du FBI pour mener des actions de terrain visant à contrôler physiquement des machines. Bon, moi je flash, je veux pas dire que je veux foutre mon disque dur Seagate à la poubelle, Mais pas loin. mais c'est pas loin. C'est toujours aussi inquiétant quoi, de se dire tout le travail qu'ils font pour nous espionner. Parce que là, tu as quand même le fait, il dit qu'il y a des failles de sécurité qui n'ont pas été, on va dire, déclarées ou trouvées par Microsoft. Derrière, il colle quand même une clé USB, à l'intérieur, il le soude à l'intérieur, parce que rarement un portable, tu vas l'ouvrir. Une tour, rarement tu peux l'ouvrir, ça peut arriver, mais si tu veux un composant qui est soudé, tu vas regarder et dire tu vois même pas. Qu'est-ce que c'est? Derrière, après, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils peuvent faire de l'espionnage, ils peuvent faire des bots potentiels. Exactement. Donc c'est ça, ça ils l'ont pas mis en avant, mais ils peuvent faire des bots. Je vous rappelle ce que c'est que des bots, des robots, ils peuvent prendre on va dire la main sur votre ordinateur, sur votre machine, et l'utiliser pour faire des attaques. Exactement. Donc, faire des machines faire de la zombies. guerre virtuelle, donc faire une guerre virtuelle contre des dispositifs, par exemple en Chine, des dispositifs contre d'autres pays, on va dire concurrents, faire de l'espionnage, faire même une espèce de peering, faire du peer-to-peer de robots pour attaquer leur ennemi, leur ennemi potentiel à partir de votre ordinateur et taper l'air con. Et oui. Après les Chinois, ils pensent que c'est toi qui les attaques. Ou autres, les Coréens ou n'importe, ceux qui sont pas mal avancés dans ces technologies-là de contrôle de machines et d'attaques massives. Il n'y a pas que les pirates, les méchants pirates de l'internet. Il y a aussi les différents organismes gouvernementaux qui sont capables de faire ça aussi. C'est pour ça que quand un méchant pirate ou un gentil pirate se fait attraper par la NSA, il finit toujours chez eux. On croit on le propose deux trucs. Soit tu vas au fond dans la prison, ou sinon tu travailles pour nous. T'as le choix. Mais t'es payé $1. Non, c'est une blague pour le dollar. Ok, bon, petit dernier article. L'article, on va parler espace. Et on fait juste une pause pour se mettre dans l'ambiance. Brice. Oui. Brice. Oui. Est-ce que tu es prêt à partir sur Mars, à faire une mission sur Mars? Sans retour, un voyage sans retour. Sans retour, peut-être. À sauver l'humanité, Ben oui. Être le dernier représentant de ton espèce, ça peut être marrant. Revenons à nos moutons. Donc de quoi je voulais parler, bien sûr, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse mission vers Mars. Donc une fois sur Mars, donc c'est le titre bien sûr de cet article tiré du matin.ch. Donc une fois sur Mars, ils ne repartiront plus. Donc la société Mars One a retenu plus d'un millier de candidats, dont 2 Suisses, pour les préparer à coloniser la planète rouge. Donc les premiers vols, un aller simple est prévu pour 2024. Je crois qu'il y avait 25 Français aussi qui étaient sélectionnés. Donc qui veut un aller simple pour la planète rouge. Donc la société Mars One, qui ambitionne d'y envoyer des colons, a retenu 1058 personnes, dont 2 Suisses, pour passer des tests d'aptitude. Au final, 24 d'entre eux pourraient donc un jour s'envoler vers Mars. Une sélection qui va laisser sur leur fin près de 200 000 candidats de voyage originaires de 140 pays. Donc pour bien comprendre, il y a des batteries de tests sur les 586 hommes et 472
12 femmes qui participeront aux examens. 385 ont au moins de 25 ans, mais des retraités figurent aussi sur la liste. Nous avons averti par mail les personnes choisies le 30 décembre et dès le 6 janvier, nous allons entrer en contact avec elles pour lancer les premières auditions. Donc explique donc le fondateur et PDG de cette firme. Donc les heureux élus sont pour l'instant sous le coup de l'émotion. C'est une aventure sans précédent, un rêve auquel il n'est impossible de renoncer. Même si je suis marié et père de 2 enfants, je craignais de voir ma candidature rejetée, mais je suis toujours partant, nous affirme Rémi Chéard, un Genevois qui fait partie de la sélection des 1000 candidats. Il va donc participer aux examens physiques, émotionnels, médicaux, mentaux et surtout aux simulations, notamment en groupe, qui devront commencer prochainement selon le site Mars One. Donc une émotion partagée par Rick Starp, un jeune américain de 28 ans. J'ai reçu un message me disant que ma candidature a été retenue, ce qui m'a occasionné une montée d'adrénaline. Pourtant, le départ n'est pas pour maintenant, a-t-il expliqué au journal Tennessee. Le premier groupe des 4 colons ne devrait pas en effet s'envoler avant 2024. Ensuite, des équipiers des 4 autres personnes participant tous les 4 ans. Le dernier groupe prendrait ainsi place à bord d'un engin spatial en 2044 seulement. Donc quelque part, il se pose, est-ce que c'est un buzz géant? Donc le recrutement paraît sérieux, mais les suspicions générales face au projet est de mise en outre l'aspect purement technique. Par exemple, savoir comment les terriens transformés en martiens fabriqueront leur oxygène. Donc les 6 milliards de dollars pour financer le projet sont loin d'avoir été trouvés. Donc Mars One parle de réaliser des émissions de télé-réalité pour lever des fonds, donc une perspective hasardeuse pour trouver une somme si énorme, signale donc des experts de la télévision. Il convient donc de se demander s'il s'agit vraiment d'envoyer une fusée dans les étoiles ou de lancer un buzz planétaire pour assurer le succès d'une télé-réalité bien terrestre. Donc ça, la grande question, parce que là ils sont pas rentrés dans les détails. On part dans une hypothèse que c'est forcément possible. Là, ils vont envoyer par groupe, je crois qu'ils font 3 ou 4 groupes, d'après ce que je comprends. Donc c'est 24 personnes à envoyer, donc ils vont peut-être diviser par 3 voyages les 24 personnes. Mais derrière, comment vont-ils savoir parce que déjà, c'est un voyage sans retour. C'est ça aussi. Ouais, Pas de retour, quoi. C'est définitif. Après, c'est pour bien comprendre, hein, je rentre dans mes documentaire Les mystères de l'univers. Ouais, forcément, j'y viens dessus. Bon, de manière simple, bien sûr. Grâce à la gravité et à certains éléments des planètes, on peut gagner du temps. Donc, envoyer par exemple un satellite en 6 mois, 7 mois, ou même un voyage spatial grâce à un certain élément et un certain respect, ça peut aller très vite. Mais de l'autre côté, bien sûr, le temps de réavoir cet accordement, on ne mettra pas 6 mois, mais on va mettre 4 ans, voire 8 ans pour revenir sur Terre, sachant que derrière, la fusée, il n'y a pas de fusée sur place. Tu es obligé de rester sur place, tu es obligé de construire, tu es obligé de créer une colonie. Et il n'y aura pas, c'est bon, on n'est pas dans Stargate, on n'est pas dans Star Wars, il n'y a pas de téléportation, il n'y a pas de porte des étoiles pour. Peut-être ils vont. Attends, imagine qu'ils découvrent une porte des étoiles. Oh purée. Avec le Chapa et tout. C'est... Non, mais par contre, ouais, c'est quand même. Comment on peut savoir que tout va bien se passer? Déjà, c'est pas possible. Il y a une logistique énorme pour. Est-ce qu'ils vont mettre des machines avec Linux aussi dedans? On ne sait pas non plus. Franchement, si je m'inscris, de toute façon c'est trop tard pour ma rue. Mais dans l'hypothèse où j'avais signé, il me dit ok c'est bon t'y vas. Moi il me dit attends l'ordinateur de bord c'est sous Windows. Je fais non. J'accepte pas ce que tu Il me dis. dit c'est un Ubuntu. Je fais ok c'est le cousin de Debian. Peut-être que j'accepte. Et si c'est une CentOS? J'accepte. Ok. C'est une Linux. Donc je suis un peu plus en confiance. Mais ça peut planter, hein, mais c'est voilà. Donc là, ce qui est important, c'est le choix des équipes. On en parlait, je t'en parlais en préparant l'émission, c'est le choix des équipes. On pourrait parler de l'époque, je crois que c'était dans les années 70, la NASA utilisait une méthode qui était, je ne l'ai pas sous les yeux, c'était une méthode qui s'appelle le ProcessCom, et ce qui permettait, entre autres, de voir qui était compatible et comment les gens devaient se comporter entre eux, tout simplement. Donc on ne pouvait pas mettre tout le monde, n'importe qui, ensemble, dans ce genre de situation. C'est-à-dire dans une situation, on va dire, cloisonnée, confinée, parce que
Sous stress. Ouais, sous stress, parce qu'il y avait beaucoup de, on va dire, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que voilà, c'était pas forcément donc la NASA donc a été le premier à utiliser donc ce forme de modèle. Donc il s'agissait pour elle de sélectionner des astronautes capables de travailler de manière harmonieuse en équipe lorsqu'ils se trouvaient confinés dans l'espace. Donc c'est une méthode qui a été développée par un psychologue américain qui s'appelle Tybee Keller, donc qui étudiait donc les interactions entre les individus. C'est clair que derrière, si tu vas, c'est clair que tu fais un voyage sans retour, tu te retrouves déjà confiné dans une manette de jeu, dans une navette. Tu te retrouves confiné dans une navette, quelque part, si tu t'entends pas avec la personne, parce que déjà tu es super serré, si tu as une personne qui est hyper active, qui est super speed, et l'autre en face il supporte pas, ça va être le massacre, ça va être ça va être le meurtre. À mon avis, il y en a. Déjà, ils avaient aucune chance de revenir apparemment pour Mars One, mais là, il y en a même qui vont pas arriver s'ils font pas ça. Donc, puis tu mets pas deux personnes fortes en tempérament, ça risque aussi de faire quelques étincelles. Donc, tu es obligé de faire un recrutement comme ça qui permet une compatibilité entre les différents profils. Ça, c'est important. Donc, juste comme ça, si ça vous intéresse, hein, comment la NASA, elle choisissait à l'époque, même aujourd'hui, hein, comment elle choisissait comment ça s'appelle, ces astronautes, hein, vous tapez Processcom hein, sur votre moteur de recherche préféré, je ne vous donne pas d'indication de moteur, parce qu'après, vous allez dire avec les méchants. Juste hein, pour revenir un petit peu hein, sur les types de personnalités qu'ils proposent là-dessus, hein, et qu'ils ont étudié dans le domaine, des astronautes. Donc il y avait le travailloman, donc le workaholic et le thinker, le persévérant, le rebelle, le promoteur, l'empathique et le rêveur. Donc ça, en fonction de ça, on ne pouvait pas mettre tout et n'importe qui. Bon, forcément, il y avait, tout le monde a ce caractère, mais on a ce caractère à certains niveaux de nous-mêmes. Hein. Bon, après, je ne vais pas faire une émission au bout jusqu'à ça, mais bien comprendre, aller voir et bien comprendre sur ces caractéristiques, c'était essentiel au pas venu d'une psychologie essentielle pour de reconnaissance, par exemple, en tant que personne ou à travers des efforts. Donc, tous ces moyens-là, chaque personne est différente et chaque personne a un besoin essentiel. Et si ce besoin-là, par exemple, dans une navette et dans un endroit confiné n'est pas satisfait, bah, ça provoque du stress, ça met la personne en stress et c'est foutu. Et vous foutez des millions d'euros ou des millions de francs ou même vous mettez des gens en danger à ce propos. C'est ce que je voulais dire. T'as un truc à rajouter ou pas ? Non, j'accepte ce que tu dis. Ok, j'accepte ce que tu dis. Le data mapping, on en a parlé. On a parlé de la NSA. Hein, juste, renseignez-vous bien, revenez sur les articles. Hein, bien sûr, vous allez sur les différents sites qui parlent bien et qui mettent en avant. Je vous invite à aller sur Corben aussi, aller sur Génération NT pour regarder ces différents articles sur lesquels je vous ai fait cette revue de presse aujourd'hui sur la radio ici. Et maintenant, vous pouvez m'écrire, hein, vous pouvez m'écrire à cyberculture952@gmail.com. cyberculture952@gmail.com. Je vais changer d'email bientôt, bien sûr. Si j'en ai marre d'être chez Gmail, j'ai pas envie qu'on m'espionne. Hein. Ah ben là, c'est sûr que sachez que si vous envoyez un mail à William, vous allez être espionné par la NSA. Ouais, et Faites attention à ce que vous dites. Et après, quand j'aurai mon nom de domaine, ce sera moi-même. Je vais m'espionner moi-même. Tu vas espionner les gens aussi qui sont sur ton domaine ? Non. Ah bon. Tu sais que c'est facile hein, de regarder ce qui se passe. Hein. Sur les réseaux, tu utilises la fonction Linux TCP. Fallait pas le dire. Ah, pardon. Donc, non, faut pas dire ça. Non, mais tout sécuriser, pour ça sécuriser, être en SSL. Faites attention à vous. Encore une fois, bonne année. Et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la radio ici et maintenant. Là, c'est Olivier d'ici quelques instants avec la hotline. Merci à toi, Brice, d'être venu. Hein. Et merci à toi. Allez, à très bientôt. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Il faut que je pense à remonter le siège.